les tolérés, ce sont en général des Tchétchènes, finalement, auxquels on ne donne aucun droit particulier, mais qu'on n'expulse pas non plus pour des raisons politiques. Et puis, on s'aperçoit, bien sûr, il y a les retenus et les maintenus, qui est aussi une manière pour une même personne, finalement, d'arriver dans une autre catégorisation, un autre régime d'exception, finalement. Et après avoir été, qui sait, IDP, déplacé interne pour un Libérien, par exemple, pendant la guerre du Libéria, réfugié s'il est allé dans un camp de réfugiés en Guinée, mais pas s'il n'a pas voulu aller dans le camp, puisqu'on ne reconnaît réfugiés que ceux qui sont dans les camps, puis migrant clandestin, finalement, s'il a voulu aller plus loin, puis retenu quelque part, puis maintenu s'il est en zone d'attente, éventuellement toléré s'il passe en Pologne, etc. Donc, les gens sont confrontés avec des catégories, et la question que je me pose, plus généralement, c'est pourquoi produire toutes ces catégories. C'est pour gérer des populations qui ne trouvent pas leur place. Alors voilà, la réponse est trop rapide, on pourra y revenir. Moi, j'appelle toute cette population une population d'indésirables, que les pays, les nations, les États-nations et les nations toutes ensemble, finalement, délèguent à un certain nombre d'organisations et d'agences onusiennes pour s'en occuper, en produisant ces catégories, en produisant des espaces de l'écart, de la mise à l'écart. Donc le IDP, pour moi, est une catégorie par laquelle les gens passent en pouvant être à un autre moment de leur vie dans une autre catégorie. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec leur identité profonde, et souvent on leur assigne ces identités-là, et c'est là où ça devient effectivement assez compliqué. D'accord, merci. À Zeylan, justement, ça pose la question, à partir du moment où on définit des déplacés de l'intérieur, du fait qu'il y a un intérieur, un extérieur, du fait qu'il y a des frontières. Donc ça pose la question des contraintes de ces frontières qui sont fermées. Est-ce que ça veut dire, justement, si on fait un état des lieux, que dans les 26 millions de personnes dont on parlait tout à l'heure, on est devant ce phénomène plutôt général, c'est-à-dire que ces gens sont des déplacés de l'intérieur parce que finalement il n'y a pas d'autre choix pour eux, puisqu'on leur ferme les frontières. Est-ce que derrière c'est la communauté internationale qui décide finalement qui doit être IDP ou pas ? Alors, je pense qu'il y a eu effectivement de ça. Il y a eu probablement, et je pense que Joseph sera bien mieux à même de compléter cette analyse en termes de droit au refuge, et de droit à l'asile, et de la possibilité de quitter une zone de conflit ou de quitter un pays en conflit pour finalement avoir un endroit où on peut être protégé. Et il est vrai que probablement ces dernières années, la nature même des conflits a fait que les personnes ont été dans la mesure, les conséquences de conflits ont été dans la mesure du possible concentrées et maintenues à l'intérieur même de l'État affecté, plutôt que de dépasser sur les États avoisinants. Je pense qu'il y a eu un vrai effort de contenir les conséquences de ces conflits. Maintenant, il est vrai que la nature des conflits a aussi évolué vers des conflits beaucoup plus internes, souvent beaucoup plus communautaires, le long de fractures sociales ou politiques qui sont des fois beaucoup plus difficiles à décerner, et donc que l'impact sur des populations civiles a souvent été beaucoup plus grand. Je pense qu'on est aujourd'hui face dans beaucoup de situations à des zones de combat qui ont lieu au milieu de populations civiles. Et donc l'impact sur ces populations civiles et le phénomène de déplacement a probablement pris des proportions qui effectivement sont grandissantes. Maintenant, je vais peut-être laisser Josette faire une analyse sur pourquoi plus d'IDPs aujourd'hui que de réfugiés. Est-ce que c'est un phénomène qui est important et qui est à déplorer au sens de la protection internationale telle que le HCR le conçoit? Dans l'imagerie humanitaire, on a tous ces images qui ont été celles des camps de réfugiés de Thaïlande, des boat people et des camps de réfugiés d'Afrique, etc. On était dans une imagerie humanitaire du réfugié. Est-ce qu'on est en train de passer à une autre forme de connotation médiatique, humanitaire autour de ces déplacés, alors que souvent, c'est les camps, on parlera tout à l'heure des camps, les camps des déplacés internes sont évidemment plus difficiles à atteindre, à visualiser, à médiatiser. Alors, vu du HCR, vous confirmez ce que disait Anne à l'instant ? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y avait un débat assez intéressant aux années 90. C'était un débat qui a été lancé par, je pense notamment par le travail du HCR au nord de l'Irak et en Bosnie. Donc, finalement, il y avait une thèse comme quoi, les États, les bailleurs de fonds étaient en train de donner de fonds au HCR pour travailler à l'intérieur du pays, parce que c'était une façon de retenir cette personne à l'intérieur du pays pour faire en sorte qu'elle ne devienne pas des réfugiés.
Donc il y a une interprétation comme quoi cet intérêt est à la source de la naissance de l'étiquette IDP et du succès de la catégorie IDP. Et ça, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut partager, il y a des éléments qu'on ne peut partager pas. Il y a certainement de l'intérêt de certains États de se conduire en sorte. Et pourtant, je pense que c'est un fait objectif, le fait qu'il y a une croissance de personnes qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays et qui ont des besoins, et qui finalement ont des besoins particuliers qui ne sont pas forcément partagés avec les réfugiés. Et ces besoins, s'il a peut-être une façon de la résumer, c'est finalement la perte d'une source de revenus, la perte des réseaux sociaux, la perte de propriété, de problèmes de survie de perte des moyens de survie finalement, et finalement le déracinement. Donc il y a une situation qui est partagée par tous les déplacements internes. Donc finalement ça justifie l'existence d'une catégorie, parce que ce qu'on cherche avec une catégorie, c'est des réponses semblables à des problèmes qui sont semblables. C'est encourager les États, par exemple, à avoir des définitions légales des déplacements internes et avoir des politiques qui vont adresser un problème assez particulier. Alors oui, d'un côté, il y a des raisons objectives qui ont peut-être à voir avec, disons, le développement de la façon comme le conflit armé se déroule. Il y a des raisons objectives pour lesquelles il y a plus de déplacements internes maintenant qu'il y a 20 ans. Oui, je pense que je partage en partie le fait qu'il y avait un intérêt de certains bailleurs de fonds, disons qu'il y a un succès de la catégorie IDP, parce que c'était une façon de freiner les réfugiés quand même, mais quand même c'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène qui demande une certaine catégorisation, parce que c'est des personnes qui ont des problèmes de déracinement assez communs, qui dans beaucoup de situations demandent des réponses assez communes. D'accord. Alors je ferai réagir Michel Agier dans un instant, mais on va continuer l'état des lieux pour essayer de bien comprendre de quoi on parle ce soir. Et notamment, on va s'intéresser, alors on va encore faire des catégories supplémentaires, on va s'intéresser au type de déplacement interne que vous, organisation internationale, vous avez pu identifier de façon à mieux travailler, à développer des méthodes. Et alors justement, le CICR a développé des types de déplacements internes. Alors je les évoque rapidement et vous allez nous expliquer, développer tout ça. Donc réactif, préemptif, pendulaire, itinérant. Qu'est-ce que cache tout ça? Qu'est-ce que vous catégorisez de cette façon-là au CICR? Alors, plus que des catégories, je pense que c'est surtout d'essayer d'arriver à comprendre les phénomènes. Les mécaniques. Voilà, les mécaniques. Les déplacements sont, en tout cas, la manière dont on aborde, et pour pouvoir développer une réponse opérationnelle qui fait du sens par rapport à des populations et des communautés qui sont affectées, il est important d'arriver à comprendre dans quelles conditions est-ce que ces populations ont été, sous quelles conditions elles ont été contraintes de se déplacer. Et en faisant finalement, en dialoguant avec ces populations affectées au plus près finalement des terrains de conflit, on s'est rendu compte que des populations civiles réagissent différemment à l'approche ou à une situation de violence et de conflit. Et qu'on a un certain nombre de populations qui se déplacent parce qu'elles ont été directement victimes de violences et de violations. On parlera un peu plus tard du droit international humanitaire et du rôle qu'il doit avoir dans la prévention de ces déplacements. Et certaines populations sont amenées à se déplacer parce qu'elles sont directement victimes de violations ou de violences de porteurs d'armes. Et puis il y a des gens qui, parce qu'elles ont déjà vécu ce genre de situation, parce que les communautés ont une mémoire quand même de ce genre de traumatisme, prennent des mesures préventives et s'enfuient à l'arrivée, avant même l'arrivée de forces armées dans une région. Et puis dans certaines autres régions, ces populations, au vu de la dynamique souvent complexe du conflit, partent le moins loin possible des zones où elles habitent, où elles possèdent, elles ont leur vie, et elles rentrent, en particulier les populations, je dirais, rurales, restent au plus près des terres qu'elles exploitent et qui sont leur raison de vivre. Et puis elles se déplacent, elles ont des mouvements pendulaires en fonction des saisons, en fonction de l'amélioration de la sécurité. Et puis d'autres régions, et ça je pense c'est un petit peu le constat qu'on a dû faire par rapport à tout le travail qu'on a fait dans la Corne de l'Afrique, il y a aujourd'hui des populations qui ont encore un mode de vie extrêmement nomade, qui sont affectées aussi par des situations de violence, et qui ont finalement, qui changent leur manière de vie, ou les régions dans lesquelles elles se déplacent, à cause du conflit, mais pas tellement de manière forcée. C'est-à-dire qu'elles bougeaient de toute façon déjà auparavant. Donc c'est cette analyse-là qui permet de développer des programmes humanitaires qui sont au plus près finalement des besoins de ces populations.